Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. Ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. On a eu les premiers cas qui sont apparus fin février, puisqu'on a été un des premiers foyers touchés en France avec la Haute-Savoie. Donc les premiers cas vers le 26-27 février à peu près. Et puis une explosion assez rapide du nombre de cas qui venaient surtout du Haut-Rhin, où il y a eu un foyer assez important à Mulhouse, qui a 1h30 de route à peu près d'ici. Mulhouse qui a été rapidement dépassé parce que ça reste un hôpital périphérique qui est de grande taille, mais qui n'a pas pu faire face au nombre de malades qui se sont avérés. Donc on a rapidement accueilli énormément de malades aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui venaient surtout du Haut-Rhin, assez peu du Bas-Rhin. Ce qui fait qu'on a dû rapidement adapter notre activité et surtout proposer rapidement une prise en charge par scanner qui s'est rapidement avéré comme un examen vraiment de référence très rapide à réaliser, très rapide à interpréter pour pouvoir rapidement trancher et aiguiller les malades sur cette pathologie-là. Avant, il y avait un seul interne de garde la nuit. Il a fallu assez rapidement doubler cet interne parce que ça devenait ingérable en fait. On faisait beaucoup trop d'examens et on rendait les comptes rendus beaucoup trop tardivement. On a fermé tous nos sites de ville, 10 cabinets de ville, et on a conservé les sites qui étaient adossés aux établissements, avec 2 établissements. Un établissement qui était dit Covid, qui recevait les Covid, et un établissement qui recevait les urgences, mais a priori non orienté Covid. En fait, la réalité a montré qu'on a eu autant de Covid dans un site et dans un autre. J'ai commencé à avoir de la fièvre, à tousser. J'ai appelé mon médecin, qui m'a fait faire un test immédiatement, et ça s'est avéré positif. Et dès le lendemain, ma femme l'a rappelé, parce qu'elle trouvait que la situation n'était pas favorable, on va dire. Il est venu, il m'a pris la saturation, il m'a écouté, il m'a dit non, il faut partir tout de suite en urgence. Il a appelé les pompiers. Et ça a été le début d'une histoire bizarre, quoi. Ça veut dire qu'on a basculé dans un autre monde. Les pompiers arrivent. Et c'est au mois de mars, c'est le 26 mars, et je le vois rentrer dans le camion, avec les pompiers en cosmonaute. Et ça a duré 4 semaines. 4 semaines, et au bout de 4 semaines, grâce a dû rentrer à la maison. Il avait plus le manteau d'hiver, mais une petite chemise bleue. Jetable, des petits chaussons, 10 kilos en moins, mais il était là. Je me rappelle d'un urgentiste qui nous avait amené des malades en réanimation. Il était tout seul et il convoyait, il surveillait 3 malades qui venaient de Mulhouse, intubés, ventilés, dans 3 ambulances différentes. Et lui, il était tout seul dans sa voiture. Et il convoyait comme ça 3 malades sur l'autoroute et il nous avait amenés en pleine nuit. Et, ça m'a beaucoup marqué parce que il avait très tiré, il était vraiment pas bien et ça avait été un voyage un peu compliqué et il en faisait 3-4 par nuit comme ça. Il m'a venu se faire un scanner, c'était le défilé. Le scanner était encore mouillé parce qu'il le désinfecte après chaque passage, il est entièrement désinfecté. Et le scanner a confirmé que j'avais une atteinte assez forte. Je suis resté quelques jours et la situation étant en train de s'aggraver encore plus, eh bien, ils ont pris la décision de
de m'emmener en réanimation. Donc, le patient est dans sa chambre de réanimation, lui il ne bouge pas. Nous, on arrive avec un appareil mobile de radio, avec un certain nombre de cassettes. C'est les cassettes qu'on développe à la fin pour avoir ces radios. Donc on avait même un protocole pour mettre cette cassette sous le dos du patient, puis enlever un premier film plastique, remettre dans la machine, puis enlever le deuxième en dehors du box. Donc voilà, même au niveau du matériel de radio, il y avait aussi ce protocole. On a totalement arrêté les rendez-vous externes. Donc on a consacré une machine pour les Covid. Donc on faisait ça toute la journée. Des fois ça montait à 200 patients pour la journée. Donc après on devait s'équiper. Tout ce qui est masque, lunettes, charlotte, surchausse, surblouse. Donc on transpirait en dessous quand même, on avait très chaud. Et ouais, c'était toute une organisation et on a réussi au final. Au début c'était très stressant, mais au final on a trouvé un bon rythme. Et ça s'est très bien passé. La plus grande difficulté en tant que cadre de santé, c'était de tous les jours changer son organisation par rapport à des nouvelles informations qui arrivaient de Paris, hein, de la santé. Et donc ça générait du stress au niveau des agents, les manipulateurs radio, tous les personnels qui étaient dans le service, hein, parce qu'on ne connaissait pas la gravité, je dirais, de la contamination. On sentait qu'ils avaient vraiment besoin de soutien, de les rassurer, de leur dire qu'on ne manquait pas de matériel, qu'on avait tout ce qu'il fallait pour les protéger. Mais quand même, à l'intérieur, c'était stressant. D'autant plus que, je vous dis honnêtement, moi, chez moi, en plus, j'avais une famille. Donc, et dans ma famille, mon beau-père est décédé du Covid à 85 ans, alors qu'il était en pleine forme. Et mon beau-frère, qui est parti en urgence à la Réa à Aix-en-Provence, et qui restait 3 semaines en réanimation, heureusement que j'avais des médecins ici qui ont fait le lien avec Aix pour avoir des nouvelles. Sa femme, elle n'a pas vu pendant 2 mois. En 2 mois, elle n'a pratiquement pas vu son mari. Et nous, bon, ça rejaillissait sur moi parce qu'on me demandait chaque fois, Eric, tu peux savoir qu'est-ce qui se passe, où il en est Georges, et il s'en est sorti. Et ça, c'était libérateur, quoi. Quand on a une personne qui décède en 3 jours, 4 jours, il a décédé en plus au-dessus de nous, hein, il était dans la réanimation ici à l'hôpital. Quand vous êtes membre de l'hôpital, vous êtes un cadre, vous êtes là pour organiser que ça se passe bien, et votre beau-père, il décède dans ce même hôpital. Et le décès a suivi d'un enterrement très très limité, et il est passé en incinération. Enfin, c'était compliqué pour moi, j'ai passé des moments difficiles. Mais c'est vrai qu'on avait un certain stress, comme moi par exemple, j'avais ma femme qui était enceinte. Du coup, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Quand je partais de là, j'avais un peu le stress par rapport à ma femme, surtout elle. Donc, en rentrant à la maison, c'est vrai qu'il fallait que je me déshabille, que je me lave avant d'aller, même de l'approcher, quoi, de parler avec elle. Je pars d'ici, je sors d'ici, est-ce que je suis bien immunisé? Est-ce que j'ai fait attention à bien me nettoyer les mains? Est-ce que j'ai bien porté le masque tout le temps? Est-ce que je n'ai pas été trop proche des gens? Est-ce que j'ai bien respecté les gestes barrières? Quand j'arrive à la maison, pas de bise, l'affection de sa famille. On a des enfants et il faut rester à distance parce qu'on se dit, c'est surtout pas moi qui ai envie de contaminer les autres. Dans un premier temps, j'avais peur que les enfants nous les transmis et que lui le transmette à ses patients. Et rapidement, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. J'avais la trouille qui nous ramène ça à la maison et que les conséquences soient désastreuses. Donc ça a été un sujet de conflit parfois. Je ne savais pas comment il fallait qu'on fasse en fait. Est-ce qu'il fallait qu'on continue à dormir ensemble? Est-ce qu'il fallait qu'il rentre à la maison? Est-ce qu'il fallait... Ouais, et puis même lui en fait était dans le flou, donc on avait instauré quelques règles pour essayer d'être cohérent avec tout ça. On a dit avec mon mari, les enfants, partez. Donc moi j'ai une fille de 6 ans et un enfant de 2 ans et demi. Et en fait, je les ai pas vus pendant 2 mois. Oh, pardon. Et je savais pas quand j'allais les revoir, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas un boulot qui est facile. Bon, même si on arrive au quotidien avec les collègues à se soutenir, ça, il y a des moments, des fois, où c'est vrai qu'on a des patients qui ont des pathologies un peu difficiles, où
ouais, ou des gens auxquels tu t'attaches, tu vois. Et bon, c'est vrai que quand ça va pas au boulot, ben, tu te dis, je rentre à la maison, ça ira. Puis là, ça allait pas à la maison non plus. Pardon. Du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Vous connaissez le scanner? C'est comme la radio, il ne faut pas bouger, d'accord? D'accord. Il faudra bien écouter et bien arrêter de respirer quand on vous le demande. C'est important. Ce qui m'a le plus plu, je pense que c'est vraiment le contact avec l'équipe. Parce que du coup, j'ai pu découvrir, en fait, j'ai découvert le métier de manipulateur radio vraiment, que je connaissais, enfin, je savais qu'ils existaient, mais en fait, je ne savais pas du tout ce qu'ils faisaient comme travail. Et en fait, ils font vraiment beaucoup de choses et en fait, personne n'est au courant. Enfin, c'est vraiment un métier qui est assez méconnu du public. Et ils étaient vraiment tous adorables. Enfin, il y avait vraiment une très bonne relation entre le chef de service, les manip radio, les brancardiers, les aides-soignants. Enfin, il y avait vraiment une solidarité en fait. Mais nous, manipulateurs radio, on n'est pas du tout reconnus. Quand vous regardez une émission comme, une émission télé où on parle de l'imagerie, en fait, on parle souvent de l'infirmière qui fait les radios. Nous, il y a beaucoup de patients qui nous disent « Ah, ben c'est pas l'infirmière qui fait la radio ». Non, c'est le manipulateur radio. Et ça, personne ne nous connaît, en fait. Donc, on a beaucoup milité ces derniers mois pour être reconnus, surtout en tant que soignant, parce qu'on n'était pas reconnus en tant que soignant. Et ça, c'est très important parce qu'on est soignant. Alors, on a vu sur TF1 il n'y a pas longtemps une manip, une collègue à nous qui est passée. Et ça nous a fait plaisir parce que du coup, il y a une reconnaissance un peu du métier. Et surtout pour le Covid, l'examen de référence, c'est le scanner, donc c'est l'imagerie, donc c'est les manips. Donc forcément, c'est bien, on commence un peu à parler de nous, donc c'est intéressant. Le premier souvenir de mon réveil, c'est je suis sur un brancard et il y a l'infirmière qui me tient avec des paroles de réconfort. Elle me dit de rester calme, de ne pas bouger. De toute façon, j'étais attaché, donc je ne risquais pas de bouger. Comme ils ont peur des réveils hyperactifs, donc on est entravé. Et on m'a emmené, je ne sais pas faire quelle imagerie médicale. Je ne sais pas, est-ce que c'est un scanner, mais je pense que c'était une imagerie du cerveau. Et on m'a ramené dans le box. Et là, entre-temps, les images étaient arrivées par le réseau interne sur l'écran. Et dans le box, il y avait le médecin réanimateur qui nous attendait. Et il disait à l'infirmière, ouais, tu avais raison, ça valait le coup de le réveiller, celui-là. Apparemment, il y a eu des ruptures de respiration, je ne sais pas quoi, mais toujours est-il qu'ils avaient vraiment des craintes de savoir dans quel état j'allais me réveiller. La dame qui m'amène les plateaux, quand elle a vu que je commençais à manger, elle s'est mise à pleurer. Et là, j'ai réalisé qu'on était vraiment dans une situation très, très, très exceptionnelle. Cette situation exceptionnelle a engendré que, au-delà de leur métier habituel, que ce soit les radiologues, que ce soit les infirmiers, que ce soit les médecins, tout le monde a pris une mesure supplémentaire de la situation. Très vite, on a mis une page dédiée Covid sur notre site internet, ouvert à tous. Et grâce à la réactivité de la Société d'imagerie thoracique, les premières informations comme ça ont été mises sur le site, ont été largement diffusées par newsletter sur le rôle et la place du scanner, notamment
chez ces patients. On a animé des forums sur le site de la Société française de radiologie, qui avait organisé aussi une foire aux questions. Donc avec mes collègues spécialistes d'imagerie thoracique, on se répartissait chacun un jour de la semaine pour répondre à ces questions. Et puis, moi j'ai été en contact avec l'HAS, la Haute Autorité de Santé, la DGS, la Direction Générale de la Santé, et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, pour participer à l'établissement de ce qu'on appelle des guidelines sur à qui il faut faire de l'imagerie, quel type d'imagerie, comment. Parce qu'on s'est rendu compte que les questions que l'on se posait à différents coins de la France étaient extrêmement différentes selon que les radiologues étaient dans des petites structures ou des grosses structures. Ça pouvait porter sur des points sémiologiques ou sur des problématiques organisationnelles ou des choses extrêmement diverses. La Société française de radiologie a diffusé très rapidement l'équivalent d'un kit de formation, diffuser les images qui étaient caractéristiques de Covid. Cette information et cette formation sur le tas, si je puis dire, a été extrêmement rapide. Et là, on peut saluer cette performance. Et donc, partout où il y avait des scanners, privés ou publics, on a pu répondre présent et prendre en charge des patients avant même que les tests PCR soient diffusés. On s'est assez vite aperçu que certains patients infectés par ayant un Covid faisaient une complication qui est de l'embolie pulmonaire, c'est-à-dire des caillots dans les artères pulmonaires. Et donc, nos internes ont analysé tous les scanners qui avaient été faits avec injection pour voir avec quelle fréquence, selon quel profil de patient on pouvait s'attendre à cette complication. Et on avait 3 internes à ce moment-là dans le service. Tous les 3 ont mené une publication de A jusqu'à Z, bien sûr qu'on a encadré, mais et avec une motivation incroyable. On a un peu dans l'œil maintenant ce que c'est qu'un scanner Covid. Ça peut paraître bateau, mais en fait, ces images-là, elles font évoquer un Covid, mais dans un contexte très particulier d'épidémie. Dans 10 ans, si on refait des scanners comme ça, je le montre à un radiologue, hors contexte Covid, il me dira oui, c'est une pneumopathie. Après, Un certain nombre de patients, à partir du 7e, 10e jour, s'aggravent parce qu'ils déclenchent une réaction inflammatoire excessive qu'on appelle l'orage cytokinique. Donc on a bien compris maintenant sur certaines publications quels sont certains facteurs de risque, le fait d'être un homme, le fait d'avoir de l'hypertension artérielle pulmonaire par exemple, le fait d'être obèse, mais il y a des patients qui n'ont aucun de ces critères et qui vont développer cette aggravation et on veut essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est l'un des objectifs de ce projet, en collectant ces 10 000 scanners où on va analyser pas seulement la maladie, mais toutes les caractéristiques du patient, plus des données cliniques, plus des données biologiques, tout ça confronté au devenir des patients à un mois, essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Et je dirais que dans ce projet, je pourrais dire que, a priori, était impossible. Mais il y a une phrase que j'aime bien, c'est « comme on ne sait pas que c'était impossible, on l'a fait ». Il y avait toutes les infirmières qui sont venues me dire au revoir. Il y avait même une infirmière que je n'avais jamais vue. Et elle est venue me voir juste quand je partais. J'étais avec la chaise roulante, j'allais partir. Elle est venue me voir, elle m'a dit « Est-ce que je peux vous serrer la main ?» Je lui ai dit « Oui, pourquoi pas ?» En plus, elle avait ses gants et tout, elle était habillée entièrement. Je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Elle m'a dit « J'étais de service quand vous étiez endormi, je vous ai surveillé pendant que vous dormiez, je voulais vous voir réveiller. » Quand on est en pleine pandémie comme ça et qu'on entend à la télé tous les jours le nombre de morts en plus, le nombre d'hospitalisations, le nombre de patients en réa qui augmente, ça fait plaisir de voir qu'il y en a quand même qui guérissent et qui en sortent. Donc en fait, c'était plus réaliste, je trouve, parce qu'on était vraiment on était vraiment sur le terrain, au cœur de l'action, et c'était plus positif en fait ce qu'on entendait vraiment à l'hôpital plutôt que ce qu'on pouvait entendre à la télé et qui pouvait être très anxiogène parfois. Et il me dit « Ah, monsieur Agresti, vous revenez de loin, hein ?» Alors moi, en blaguant, je lui ai dit « Non, pas si loin que ça, j'arrive de la réanimation. » Il a rigolé, il m'a dit « Non. » Il m'a dit « Vous savez, quand on vous a endormi, on n'était pas très sûr de vous. »
On n'était pas convaincus à 100% que vous alliez vous en sortir. Et je dis, je ne suis pas radiologue, je ne comprends rien dans les images médicales. C'est vrai, chaque fois qu'on m'a fait une radio, je regarde, je ne comprends rien, je ne sais même pas de quoi ça parle. Il m'a dit, mais là, vous allez comprendre. Il me montre effectivement un scanner avec plein de taches blanches, plein de trucs comme ça. Il me dit, voilà, tout ce que vous voyez en blanc, c'est la maladie. Et après, il me montre mon scanner, qui est, grâce à Dieu, bien propre maintenant. Mes poumons étaient bien nettoyés. Et en fait, c'est là qu'il me dit que mes poumons étaient atteints à 85% quand on m'a endormi. Franchement, si je n'ai pas une image de mes poumons, comment le médecin peut me soigner? C'est impossible. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont été sauvés grâce à ça. Plein de gens. Mais vraiment sauvés, ça veut dire que si on n'avait pas fait ça, c'est des gens qui seraient arrivés comme moi trop tard. Oui, en cas de deuxième vague, ou on ne sait pas trop, mais c'est probablement que l'expérience de la première sera extrêmement bénéfique, ouais, effectivement. Et puis on sait à quoi s'attendre avec ces malades-là, en termes de complications aussi. Pas de confinement pour les enfants. Pas aussi loin, mais s'il y a une deuxième vague, j'espère qu'on ne la vivra pas de la même manière. D'où l'importance justement de mobiliser les gens, même ceux qui ne sont pas forcément diplômés. En soi, on n'a pas besoin de faire 15 ans d'études pour aider un petit peu à l'hôpital. Vraiment, il suffit de bonne volonté, il suffit d'être un petit peu accompagné au début et on peut vite se rendre utile partout. Il y avait vraiment besoin de monde un peu partout. Le médecin-chef des urgences me disait, vos manips, ils ont été de suite collaboratifs. De suite, on a senti un esprit de corps, avec le cadre, avec tout ça. Et on l'a vu au scanner, on l'a vu à l'IRM, on l'a vu à l'angiographie, on l'a vu de partout ça. Dans mon équipe, il n'y a pas quelqu'un qui a dit « Ah, moi j'ai peur d'être infecté, je ne viens plus, je ne veux pas travailler, je veux pas... » Jamais ça s'est vu, ça. Je me sentais utile, quoi. Donc il fallait que j'aide un petit minimum pour pouvoir faire fonctionner un peu la machine, quoi. Je me sens beaucoup plus forte. Je suis fière quand même d'avoir affronté cette épidémie. J'en fais partie, quoi. J'ai fait face à ça. Et on en sort toujours plus fort de tout ça. On a été vraiment surpris par l'élan de générosité de la population, que ça soit le soir à 20h. On a eu beaucoup de petits gestes par des gens de l'extérieur, que ça soit au niveau de la nourriture, des petits cadeaux. Ça fait toujours plaisir d'avoir des applaudissements. Après, moi, j'essaye d'ouvrir un peu mon horizon. Je pense qu'il y a aussi la reconnaissance pour les personnes qui ont travaillé dans les supermarchés, des éboueurs, les pompiers, les policiers. Tous ces gens-là, ils méritent autant que nous les applaudissements parce qu'ils étaient sur le terrain. On les a vus tous les jours. Nous, ça n'empêchait pas qu'on avait des personnes qui venaient avec des ambulances accompagnées de policiers en urgence. Et ça, c'est important aussi. On a la reconnaissance pour nous, mais aussi pour ces gens-là, c'est très important. Vivre le moment présent dans le sens d'en profiter pleinement. Parce qu'on ne sait pas s'il y en aura un autre moment. Et on ne sait pas s'il y aura un autre moment de cette qualité-là. C'est peut-être ce moment-là qui sera notre plus beau souvenir de toute notre vie.